Michel Cohen, bonjour, bienvenue sur le plateau de Des mots et des mots. Vous êtes médecin biologiste, vous avez un laboratoire d'analyse médicale à Paris. Je suis assez content d'avoir un laboratoire, un représentant du laboratoire médical, car j'ai un certain nombre de questions que je me pose et que certainement le grand public se pose aussi. Quels sont ces chiffres que vous mettez sur le papier et qui sanctionnent ou une maladie ou une dysfonction? Les chiffres que je mets moi sur un résultat, ce sont des chiffres qui sont rigoureux. Je prends mon sang, j'applique une technique, ça me sort un résultat, je mets des contrôles, un peu de cuisine interne, mais les résultats que je donne sont des résultats qui sont rigoureux et fiables. Ce qui change, c'est l'interprétation que vous allez donner ou l'interprétation que votre médecin va donner. Qu'est-ce qui fait qu'il peut avoir une interprétation différente d'un médecin à l'autre? On va faire une explication toute simple. Une glycémie est à 1 g par litre. La glycémie, ça mesure... C'est le sucre, c'est le dosage du sucre. Alors ça mesure le sucre circulant dans le sang. Le sucre circulant dans le sang et qui est le témoin du diabète. Mhm. Si je mets une norme à 0,80 et que vous ayez 1 gramme, vous êtes un tout petit peu au-dessus de la norme. Si je mets une norme à 1 gramme et que vous avez 1 gramme, vous êtes tout à fait normal. Donc tout dépend un peu de ce que le médecin va dire en fonction du résultat que moi je vais lui donner. Donc de la clinique aussi. La clinique, de ce qu'il en pense, est-ce qu'il faut avoir des taux le plus bas possible pour pouvoir intégrer le maximum de patients, pour rendre malade le maximum de patients, c'est important. C'est pas idiot comme raisonnement. Ou bien, est-ce qu'il faut être un peu large parce que avoir une différence de sucre entre 1 gramme et 1 gramme 0,2, ben, on s'en fout un peu. Ça ne change pas grand-chose à ma vie, à mon état de santé. Après, c'est le médecin qui vous dit. Moi, je prends mon tube, je le passe avec toute ma cuisine, il me sort un résultat. Si mon résultat est fiable et bien fait, c'est la fin de mon travail, entre guillemets. Quelles sont les analyses de base qui nous permettent d'avoir un profil de santé? On parle toujours de NFS, VS, mais quelles sont les analyses qui nous permettent d'avoir une idée de notre état de santé? NFS-VS, juste pour quelqu'un qui est novice, c'est... Ce Docteur sont les Badia. globules rouges. Oui. C'est une numération de la formule sanguine. Numération formule sanguine, ça comprend les globules rouges, l'hémoglobine, qui transporte notre oxygène, les globules blancs qui nous défendent, les leucocytes, les plaquettes qui permettent d'éviter les hémorragies. En fait, il y a 2 types de patients qui viennent. Ceux qui viennent parce qu'ils sont malades, et ils veulent qu'on voit un peu leur niveau, entre guillemets, de maladie, et ceux qui viennent pour faire leur bilan préventif, pour pouvoir prévenir, pour voir s'il n'y a pas un tout début de quelque chose qui apparaît. Donc ce sont 2 types de patients différents. Les examens les plus classiques, c'est la numération, dont on a dit. Le cholestérol, c'est la grande star. D'accord. On n'a plus un patient qui vient, qui ne demande pas son cholestérol, et si le médecin l'a oublié, mais c'est comme s'il avait raté sa vie, quasiment. Le cholestérol, c'est la grande star. Après, il y a des petits examens qui nous permettent de savoir des marqueurs tumoraux pour voir si on a un tout début de quelque chose qui apparaît. Mais la base, c'est ça. Il y a des examens plus approfondis. Mais ce qui me dérange, c'est qu'une analyse de sang, ce n'est pas une photo, ce n'est pas un instantané d'une personne, comme une radio, si on est comme ça, ben on est comme ça. Mais est-ce que l'analyse de sang n'est pas un instantané qui ne donne pas la vraie vision de la fonction de l'individu? C'est une photo au tenté. Au tenté, j'avais ça. Et pas l'évolutif de ce qui va se passer, et pas ce qui s'est passé un peu avant. Donc, ça nécessite de refaire des analyses souvent pour pouvoir avoir cette évolution et savoir comment ça évolue. Souvent, peut-être pas, mais régulièrement. Régulièrement. Régulièrement, c'est bien d'avoir une fois de temps en temps, et plus on arrive en âge, plus il faut le faire un peu plus souvent. Permet de voir un peu, surtout l'évolution des chiffres entre les uns et les autres. Donc, toujours en rapport avec la clinique. C'est ça qui va motiver l'analyse de sang. Toujours. Parce que moi, je donne que mes chiffres. Mes chiffres, mes normales, mes antécédents, c'est vrai, mais ce sont que des chiffres. Vous êtes jamais amené à faire des interprétations sur certaines années? De temps en temps, sauf tout ce qui est un peu spécifique, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais mon but, c'est vraiment pas ça. Parce qu'après, j'arrive en face d'un médecin qui a peut-être dit des choses un peu différentes, parce qu'il a une façon différente de voir les choses, et on arrive un tout petit peu l'un en face de l'autre, ça colle pas. Alors quand on a une telle consommation de médicaments, la France quand même bat un certain nombre de records,
On a des anticholestérolémiants, on a quelque chose pour lutter contre le diabète, contre l'acidité, etc. Est-ce que quand même, cette surconsommation ne va pas fausser les résultats? Est-ce que vos chiffres sont quand même fiables? Vos chiffres, les chiffres d'analyse sont fiables quand même? On revient un tout petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si je mets une norme, le cholestérol total, on sait ce que c'est de la graisse dans le sang. La norme est à 2,20 grammes, mais j'ai des médecins qui me disent, moi, je préfère à 2 grammes. Donc je vais rentrer dans la pathologie, dans les patients qui vont devenir malades, 10% de patients en plus. Ceux qui avaient entre 2 et 2,20 grammes, qui étaient normaux pour le médecin numéro 1, vont devenir patho pour le médecin numéro 2. Donc le critère, c'est le médecin qui le définit, c'est pas vous en fait. C'est jamais moi. D'accord. Je donne mes normes. Ok. Mais si le médecin dit 2,20 grammes, c'est beaucoup trop, c'est lui qui décide. Puisque c'est lui qui est maître de sa prescription après. Tout à l'heure, j'avais l'impression, quand vous parliez du cholestérol, qui était un petit peu la grande demande, qu'il y avait un peu d'ironie. Vous pensez que par exemple, c'est quelque chose qui est un peu trop mis en avant, quelque chose qui prend trop d'importance? Oui. Oui, parce que il y a de très très nombreuses études qui ont été faites dessus. Le fait de baisser le cholestérol ne baisse pas le nombre de maladies cardiovasculaires. D'accord. Vous voyez comme vous êtes étonné. Ah oui, j'ai l'impression que tout le monde pense que c'est très très lié. On sait qu'un cholestérol augmenté va donner des maladies cardiovasculaires, mais on sait qu'une baisse du cholestérol ne donne pas une baisse du nombre de maladies cardiovasculaires. C'est extraordinaire. Ah, en effet. C'est extraordinaire. Donc ça veut dire que la prise de statine systématique sur un cholestérol haut ne va pas forcément protéger des accidents vasculaires cérébraux ou des pathologies cardiaques, ou je me trompe? Alors, parce que c'est la il y a systématisation. 2 types de médicaments pour le cholestérol. Il y a tous les anciens médicaments et la statine qui est aussi devenue Une grande la star. première vente. La star pour une star. Les anciens médicaments faisaient bien baisser le cholestérol et on avait prouvé même qu'il n'y avait pas de baisse du nombre de maladies cardiovasculaires à cause de ça. Les statines disent, les fabricants de statines surtout, disent qu'eux, ils arrivent à baisser le nombre de maladies cardiovasculaires. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des études qui montrent que baisser son cholestérol de moitié grâce à une statine, parce que ça marche très 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 bien, va permettre de baisser de moitié le risque d'avoir un infarctus demain matin. Qu'est-ce qui fait que c'est pas aussi simple? On peut penser que si quelque chose augmente et a une conséquence, si ça baisse, la conséquence va baisser. Qu'est-ce qui fait que pour vous, il y a un élément qui nous manque par rapport à ça? C'est ça la médecine. C'est pas si logique que ça, c'est pas la finalement. mathématique, c'est pas la logique. Il y a tout un mélange qui se fait. Et on prend des patients, on va leur donner à 2000 patients des statines, on va vérifier 1 an après ou 2 ans après, la moitié avait un placebo, la moitié avait une statine. Est-ce qu'ils ont eu autant d'infarctus? Je pense qu'ils avaient autant d'infarctus. Est-ce que vous, en tant que laboratoire, vous êtes en mesure, avec vos analyses de sang, est-ce que vous êtes en mesure de dire ça c'est un cholestérol, c'est une hypercholestérolémie due à l'alimentation ou c'est dû à un problème fonctionnel, je dis du foie hépatique ou... Sur des analyses simples, non. Non, on connaît le bon cholestérol, on connaît le mauvais cholestérol, ça tout le monde le connaît. Je viens, j'ai du bon, du mauvais, mais je ne peux en aucun cas dire l'augmentation de ce cholestérol est liée à une alimentation trop importante ou bien liée à une synthèse trop importante du cholestérol. Vous pourriez nous expliquer un petit peu justement ce mauvais et ce bon cholestérol? On entend LDL, HDL, après il y a un quotient, un coefficient, c'est quoi ça? Alors, dans l'ensemble, le cholestérol, c'est une molécule qui est très importante pour nous. Et utile. Très utile pour nous. Elle nous fabrique toutes nos hormones. Tout est à la base. Tous les stéroïdes, le cortisol, les hormones sexuelles sont fabriqués à partir du cholestérol. Mais de temps en temps, le cholestérol peut se déposer dans les artères et petit à petit boucher une artère. Donc le cholestérol qui va se déposer dans une artère, c'est du mauvais cholestérol. Le LDL ou c'est LDL? LDL. LDL. Le cholestérol qui s'élimine et qui nous permet de vivre notre métabolisme au mieux, c'est le bon cholestérol ou HDL. Donc si on a beaucoup trop de mauvais cholestérol, on serait plus apte à prendre des statines, même si on n'est pas d'accord sur tous ensemble sur le fond de l'intérêt au futur de tout ça. Alors tout à l'heure, vous disiez que c'était presque le médecin qui déterminait la norme. Mais alors, comment faire si moi je vais au laboratoire à Metz et que je prends une analyse que je ramène à Paris pour mon médecin?
Il y a des différences entre les labos, non? On a tous des petites différences, parce que tout dépend de l'emplacement du laboratoire, du degré de micrométrie, de mon appareil, de mon résultat. C'est pour ça que les normes sont toutes un peu différentes. On va passer 3000 dossiers comme ça, et je vais voir mes normes en fonction du couple de Gauss qu'on connaît, et on va tous adapter un tout petit peu mes normes en fonction de tout ce qui se passe dans mon laboratoire. De ma technicienne, comment elle travaille, vite, doucement, chaud, pas chaud. Donc on a toutes des petites normes, mais les différences sont peu importantes, et théoriquement le médecin connaît les normes avec un espace entre les deux. Toutes les analyses sont robotisées ou il y a encore des... moi j'ai dans l'idée de la personne avec son microscope qui est en train de compter les globules. 5 millions, 5 millions 2, 5 millions 3, 5 millions 4. Ça c'est un peu fini. Toutes les analyses sont robotisées. Il faut pouvoir vérifier manuellement un test. Parce que ma machine, elle est super bien, mais des fois, elle peut passer à côté. Donc, plus on est automatisé, mieux c'est. Et par contre, on sait toujours prendre le microscope, jeter un coup d'œil, dire non, là, il y a un problème, il y a une cellule qui ne me plaît pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si vous voyez un résultat, une série de résultats qui ne va pas. Un résultat ou une série de résultats, là, on travaille plus en manuel, on recommence avec d'autres techniques un peu différentes, mais on est de plus en plus robotisé actuellement. Dans votre champ d'action, il y a l'analyse de sang, il y a l'analyse d'urine, il y a l'analyse de sel. Il y a d'autres analyses que vous... Tout ce qui est bactériologie, donc cutané, prélèvement de la bouche, du nez, des oreilles, tout ce qui est bactériologie, plus les prises de sang, urine et sel. De temps en temps, la salive, maintenant, on travaille de plus en plus sur la salive. Oui, justement, il y a cette fameuse salive. On détermine quoi avec la salive? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dessus. L'intérêt de la salive, c'est surtout, ce sont des prélèvements qui sont faciles à faire. Parce que le gros problème de la prise de sang, c'est la prise de sang. Ce n'est pas l'analyse biologique qui va avec, c'est d'aller piquer quelqu'un. Souvent, on n'aime pas ça. Donc, la salive, c'est facile à prélever. Et on arrive à avoir les mêmes choses sur la salive que sur le sang? On arrive quasiment à avoir les mêmes tests sur les deux. Donc, je pense qu'au long terme, on sera beaucoup plus sur la salive que sur le sang lui-même. Parce qu'on a des résultats similaires. On a des résultats qui peuvent être parallèles. Parallèles, oui. D'accord. Est-ce que vous faites des analyses de toxicité par les métaux lourds, par exemple, de présence des métaux lourds dans le sang ou dans les urines ou dans les selles? Alors moi-même, j'en fais pas. On travaille avec beaucoup de laboratoires, très très peu en France, mais souvent à l'étranger, qui ne dosent pas les métaux lourds eux-mêmes, parce que ce sont des taux qui sont des micromoles, donc c'est tout petit. Les variations sont vraiment toutes fines aussi, mais par contre, qui travaillent sur les effets des métaux lourds sur nos propres lymphocytes, le propre globule blanc. C'est-à-dire qu'on fait une prise de sang, je prends vos globules blancs, je les sépare, tout ça encore c'est un peu grossier, je rajoute quelques métaux lourds et je vois s'il y a une réaction inflammatoire qui s'est faite. Quel intérêt de savoir doser les métaux lourds Cette technique, elle est intéressante parce qu'on est tous pleins de métaux lourds. On a tous, à notre âge, on a tous eu des plombages avec du plomb, du mercure, et ce sont des métaux qui sont toxiques. Alors de plus en plus les dentistes maintenant arrêtent tout ça, mais on a eu pendant très très longtemps tous des plombages très riches en mercure, très riches en plomb, et c'est des métaux qui sont toxiques. Donc l'intérêt, c'était de voir, pas de doser parce que c'est compliqué à doser et c'est trop fin, mais de doser la réactivité de nos propres globules blancs avec ces métaux-là. Donc s'il y a réactivité, ça veut dire qu'il y a intoxication? S'il y a une réactivité, c'est qu'il y a une inflammation. Donc après, à voir pourquoi, qu'est-ce que ça peut nous donner comme effet, secondaire ou pas. Donc il y a des patients qui ont dû refaire toute leur bouche parce qu'ils avaient des réactions aux métaux, au mercure, très très positifs. Ou bien des patients qui travaillaient dans la photo, on est un peu dedans, dans la photo, et qui avaient des réactions à l'argent. Qui étaient fatigués, qui étaient toujours en permanence dans une fatigue, et on leur a fait ces tests, et ils avaient une réaction à l'argent, parce qu'à l'époque, quand ils prenaient leurs photos, et qu'après ils les faisaient développer eux-mêmes, il y avait une trace d'argent à l'intérieur.